Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Combien de livres, de reportages, d'enquêtes faudra-t-il pour que l'on se soucie du sort réservé aux personnes âgées dépendantes ? Combien ? L'ouvrage Les Fossoyeurs, sorti la semaine dernière, sera-t-il enfin celui de trop ? Écrit par le journaliste indépendant Victor Castanet, à partir de 250 témoignages et après 3 ans d'investigation, il décrit le fonctionnement d'Orpea, leader mondial des EHPAD et cliniques privées. Leader bien entendu présent en PACA, où il gère 25 établissements sur les 578 EHPAD que compte la région, pour près de 45 000 places d'après l'Agence régionale de santé. Un fonctionnement donc centré sur la rentabilité, aux dépens de la qualité des soins, du souci de l'hygiène, de la prise en charge médicale, voire de l'alimentation des résidents, qui paie pourtant le prix fort. Ce que dément l'entreprise, évoquant des accusations mensongères, outrageantes et préjudiciables, qui renvoient notamment au témoignage en 2016 d'Ella Kerieff, aide-soignante dans un groupe privé concurrent d'Orpea, à Marseille, auteur du livre Le scandale des EHPAD paru en 2019. Jusqu'à quand maltraitera-t-on nos aînés ? C'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Les Fossoyeurs, c'est le livre choc de Victor Castanet. C'est plus un livre, c'est une bombe. L'actualité économique avec ce plongeon d'Orpea à la bourse. Le groupe a dû suspendre sa cotation. L'actualité ce midi, ce sont encore les suites de l'affaire Orpea et des soupçons de maltraitance au sein des maisons de retraite de ce grand groupe. Alors que les dirigeants doivent être reçus demain par la ministre en charge de l'autonomie des personnes âgées, le directeur général d'Orpea vient d'être débarqué. C'est une nouvelle réplique du séisme qui touche le groupe Orpea. Les maisons de retraite voient déjà partir certains de leurs résidents. Guilhem Ricavi, vous êtes directeur de la rédaction de La Provence qui a régulièrement pointé des dysfonctionnements dans les EHPAD au niveau national comme au niveau régional. Oui, effectivement, ça fait de nombreuses années, plusieurs années en tout cas, que nos journalistes sur le territoire, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, dans les Alpes de Haute-Provence, nous racontent parfois, souvent parce que sollicités par des familles, des cas de maltraitance, d'absence de véritables soins, d'affaires, entre guillemets, dans ces EHPAD. Les soignants aussi. Oui, c'est le cas. On a eu plusieurs cas, par exemple, à Marignane, un exemple récent qui me vient en tête, de soignants eux-mêmes qui ont conscience que les soins prodigués ne sont pas tout à fait ceux qu'ils devraient être, qui ont bien conscience qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce que c'est toujours la même histoire, c'est l'absence de personnel en nombre suffisant qui fait qu'à l'arrivée, on laisse les seniors, les aînés seuls dans leur chambre, la toilette dure beaucoup moins longtemps que prévu, on ne prend pas le temps de les mettre sous une douche, elle se fait allonger cette toilette, également pour les repas, il n'y a pas assez de monde, donc tout le monde n'est pas servi en même temps, et tous les plateaux sont récupérés, même si pour certaines personnes, le repas prend un petit peu plus de temps. Un manque de personnel, un manque de matériel. On l'a vu lors de cette grève à Marignane, dans un établissement Orpea, justement. On se rend compte que dans cette activité de maison de retraite libérale et privée, il y a derrière une notion de rentabilité. Très clairement, ce sont des activités privées. C'est pas péjoratif de le dire, mais en tout cas, on est allé au bout d'une logique qui est bien plus grave que cela, parce que pour dégager des marges plus importantes, il y a de réduction de coûts sur le personnel. Il y a souvent le strict minimum en termes de personnel, mais également en termes d'équipement, parce que ça a un coût et tout est bon pour faire de la marge visiblement, alors qu'on le sait tous, on est tous confrontés à cela dans nos vies. Les coûts mensuels d'un EHPAD, d'une maison de retraite, sont souvent très élevés. C'est plus de 2 000 € pour trouver une chambre, pour placer un proche. Et effectivement, la marge doit être assez importante derrière. Alors bien sûr, ce sont des lieux médicalisés, donc il y a des médecins qui passent régulièrement, ça a un coût. Il y a des infirmiers et des infirmières, ça a un coût. Mais tout ce qui est cadre de vie, au moment où justement ces personnes attendent sereinement de finir la leur dans les meilleures conditions, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour elles. Les animations sont souvent très réduites, les repas sont plutôt succincts, et les occupations de type loisir ou autre, n'existent quasiment pas, parce que là aussi, ça représente une vraie charge pour la maison de retraite. Et je reviens toujours à ces soignants, au personnel. Dans l'article de Delphine Tanguy, qui fait suite aux révélations des Fossoyeurs, plusieurs délégués syndicaux d'établissements réagissent, pas seulement des personnes travaillant chez Orpea, et aucun, finalement, n'est surpris par ce qui est dit dans cet ouvrage. Écoutez, très clairement, quand on parle autour de soi, sans travailler dans ces maisons de retraite, des conditions d'accueil,
Ces témoignages-là, on les avait déjà. Il suffit même d'avoir des proches en maison de retraite pour se rendre compte qu'on va leur rendre visite le samedi après-midi, qu'il n'y a pas grand monde dans cette maison de retraite. Il s'y passe pas grand-chose. Donc on a déjà tous en tête ce constat-là d'une absence de moyens. Donc oui, il n'y a pas de réelle surprise. Le travail qui a été fait, qui est plutôt remarquable par ce journaliste qui en a fait un livre, c'est le constat que l'on fait. Il a mis sur le papier des choses qui étaient dites sans être vraiment mises en avant, mais c'est une réalité qui est connue de tous. Reste à savoir si ça finira par être pris en compte à un moment donné dans les politiques publiques. En tout cas, il y a 2 chiffres à avoir en tête, Audrey. C'est le nombre de soignants dans ces maisons de retraite par patient. Alors, si on le regarde comme ça sur le papier, si on regarde le nombre de salariés globaux qui travaillent dans des maisons de retraite, on est sur un ratio de 6 soignants au sens large pour 10 résidents. Quand on regarde un petit peu plus près, c'est une mission parlementaire qu'il a mis en avant. En fait, dans ces 6 soignants, on intègre les directeurs, les femmes de service, les administratifs, ce qui fait que réellement, on a 3 soignants pour 10 résidents. Et ce n'est pas assez, ce rapport parlementaire l'avait montré également. Il faudrait être au moins 5 ou 6 pour 10 patients, parce que ce sont des personnes âgées, des personnes qui ont parfois des handicaps, et forcément, cela prend beaucoup de temps. Si on avait véritablement 6 soignants pour 10 patients, en moyenne, on pourrait leur consacrer, et c'est quand même pas beaucoup, 1h30 par jour et par patient. C'est une problématique qui va s'accentuer, en particulier en région PACA, où la population est déjà âgée et va l'être encore davantage. Là, c'est l'INSEE qui nous donne des chiffres. En moyenne, en France, si on regarde l'INSEE, 9,4% de la population a plus de 75 ans. Ici, on est dans le sud, on est au soleil, c'est un lieu où on aime parfois venir passer sa retraite, ce qui fait qu'on a plus de 11% de la population de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a plus de 75 ans. Donc il y a plus de seniors, plus d'aînés ici. Quasiment 600 000 personnes ici ont plus de 75 ans dans le sud de la France. Et donc forcément, les conséquences sont plus importantes. Il y a une tension sur les maisons de retraite parce qu'il faut beaucoup plus de maisons de retraite, il faut pouvoir les accueillir, il faut beaucoup plus de soignants. Et donc c'est une problématique, oui, qui est renforcée plus dans notre région qu'en Île-de-France par exemple ou que dans le Nord. Une dernière question, je m'adresse vraiment aux journalistes sur ce point. Est-ce que vous croyez au fait qu'on ait proposé 15 millions d'euros à Victor Castanet pour qu'il arrête son enquête ? Alors ça me paraît être un chiffre important. Quand on est journaliste, on est habitué à ce genre de pression, pas forcément financière, mais ça arrive régulièrement. Les journalistes sont tous soumis à de la pression et tout l'art du journaliste, c'est justement de ne pas céder à la pression. Qu'il ait eu des pressions pour arrêter son enquête, ça me semble tout à fait possible. C'est pas à exclure. On le voit ici même plus localement parfois. Des réseaux, des émissaires qui viennent porter une parole auprès d'un journaliste, lui suggérant quelque chose. 15 millions, ça me semble beaucoup, mais ça n'empêche pas qu'on peut imaginer très clairement qu'il y ait eu une tentative, en tout cas, de l'inviter, de l'encourager, je cherche les bons mots, à sans doute passer son chemin ou à amender ce qu'il aurait pu écrire. Ça, c'est une évidence. Car clairement, en matière d'EHPAD, l'omerta règne. Dans nos colonnes, Kéline Sivadier, préparatrice en pharmacie pour Orpea à Vitrolles et déléguée CGT, raconte avoir envoyé une centaine de courriers d'alerte à sa direction régionale, à sa direction nationale, au siège du groupe. Elle assure avoir sollicité l'agence régionale de santé, le conseil départemental ou encore l'inspection du travail, sans que rien ne bouge. Pire, Ella Kerieff, aide-soignante, s'est retrouvée licenciée après avoir dénoncé les pratiques d'un autre grand groupe dans les médias, puis dans son livre « Le scandale des EHPAD ». Moi, à l'époque, j'avais choisi mon métier par vocation. Pour moi, c'était l'aide à la personne âgée qui me plaisait. C'était de leur apporter mon soutien sur leur fin de vie et essayer, en tout cas, de l'améliorer par les gestes techniques que j'ai pu apprendre, par ma présence, par mon écoute. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de faire l'opposé du métier que j'avais choisi. J'étais en train de les précipiter, si vous voulez, vers leur fin de vie et pas les accompagner. Et ça me dérangeait. J'ai alerté en interne à ma direction en disant, écoutez, c'est plus possible. Moi, il est hors de question que je puisse continuer à rationner nos aînés sur leur alimentation. C'est quand même un des derniers plaisirs de leur vie. Il est hors de question que je fasse des toilettes en 3 minutes parce que j'ai pas l'impression de les laver, mais j'ai l'impression d'avoir du bétail et de travailler dans une usine, quoi. Les faits qui sont décrits dans les Fossoyeurs vous renvoient à ce vécu-là ? Et oui, écoutez, tout particulièrement, je pense au rationnement des protections, on m'entend souvent dire des couches. Donc oui, ça me renvoie à ça et puis ça me met encore un peu plus mal à l'aise dans le sens où je me dis que rien n'a évolué depuis
2016 quand même, je dénonce ça. J'ai quand même moi-même écrit le scandale des EHPAD qui est sorti en 2019 et on dénonce exactement la même chose. C'est sûr que j'avais pas idée des manigances politiques qu'il y avait dans ces grands groupes privés, parce qu'à mon échelle, je suis pas journaliste et j'ai pas pu investiguer à ce point-là. Mais en tout cas, j'ai décrit et j'ai crié haut et fort ma colère en tant que soignante et en tant qu'être humain, tout simplement. Et c'était inadmissible déjà pour moi à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs. On peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. Comment ça se fait, selon vous, qu'on sort pas de cette spirale L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, la chose que je demande, c'est qu'on arrête de mettre notre santé dans du privé. La santé, elle est très importante pour qu'on puisse se faire de l'argent dessus. Je veux pas qu'on puisse négocier ma santé. Je veux être soignée à ma juste valeur, en tant qu'humain, et pas qu'on mette à profit ma santé. Nos patients, c'est pas des marchandises et nous ne sommes pas des commerciaux, nous sommes des soignants. Ça, ils l'oublient. Si vous êtes parti dans le Gard, c'est parce que vous aviez été blacklisté dans votre région d'origine, à proximité de Marseille? Exactement, j'étais sur Marseille, j'avais été blacklistée parce que j'avais lancé l'alerte. C'est très difficile de retrouver du boulot, donc j'ai décidé de changer de département. Malheureusement, grâce à la crise sanitaire et au Covid, maintenant on porte tous un masque, et ça a été plus facile pour moi de retrouver un job en changeant de département et en portant un masque. Et les masques tombent à un moment donné dans la journée, et surtout au moment des repas. Et puis il y a les souvenirs sur les réseaux sociaux qui réapparaissent. On se fait reconnaître. Moi-même aujourd'hui, j'ai été reconnue. Je suis encore un petit peu mise en danger, j'ai envie de dire, parce que je suis lanceuse d'alerte et ça me suivra, je pense, encore toujours. Et malgré tout, je continuerai à me battre et je baisserai pas les bras, et surtout, je n'abandonnerai pas une cause juste. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Vous avez le sentiment que vous avez payé votre prise de parole? Oui, je l'ai payé, mais je le regrette pas. La maltraitance, c'est l'angoisse de toute famille qui décide de placer un proche en EHPAD, souvent faute d'autres solutions. Michèle Bernard le constate à longueur d'année. Elle est écoutante bénévole à la plateforme téléphonique Alma 13 2A 2B et chargée de la communication de l'association. Alma, pour Allo Maltraitance des adultes vulnérables, âgés ou handicapés, qui fait partie du réseau 3377. C'est l'angoisse de l'inconnu. Quand je dis l'inconnu, ça veut dire qu'ils se sont renseignés avant de prendre la décision de mettre le parent en EHPAD. Ils se sont renseignés, ils ont pris des avis, il y a des on-dit, il y a des voilà. Ils se sont renseignés, mais en fait, ils ne savent pas. Ils ont simplement des indications que là c'est bien, etc., etc. En fait, ils ne vont se rendre compte que lorsqu'ils seront en situation. Oui, parce qu'il n'y a pas de critères objectifs auxquels se fier. Voilà. Le prix mensuel de la pension n'est pas un critère de bientraitance ou de malveillance. Il y a des EHPAD qui sont d'un prix très acceptable et qui marchent très bien parce qu'ils ont une organisation, ils ont un bon directeur ou une directrice, ils ont du personnel, ils arrivent à bien gérer ça. Et vous avez des EHPAD qui sont très chers, notamment celui qui a été mis en cause avec l'affaire Orpea. Donc c'est pas ça le souci. Le problème, c'est que en fait, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur de l'EHPAD, la prise en charge du fonctionnement de l'EHPAD. La plupart des appels que vous recevez concernent des cas de maltraitance ou de négligence en EHPAD? Voilà, nous on constate en fait à l'association, on constate et on voit très bien que les dossiers des EHPAD ont tendance à augmenter, les signalements qui sont toujours les mêmes. D'ailleurs, on retrouve toujours les mêmes inquiétudes, les mêmes faits, toujours les mêmes. Il y a des cas beaucoup plus dramatiques que d'autres, parce que ça va jusqu'au décès de la personne âgée qui n'a pas été traitée, qu'on n'a pas soigné, qu'on a laissé mourir. Je veux dire, il y a des cas qui sont très, très, très douloureux. Très douloureux. Ce livre est loin d'être le premier travail d'enquête qui pointe des dysfonctionnements graves. Pourquoi rien n'évolue? Ça, c'est la grande question. Comme j'avais commencé à vous le dire, pour qu'un EHPAD fonctionne bien, la direction est primordiale. Et puis, il y a une notion très importante qui est le savoir-être et le savoir-faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le savoir-être pour chacun, et là, ça part de la direction jusqu'à la personne qui est aux cuisines, la personne qui fait le ménage, tout le monde. Quand on travaille dans un EHPAD, il faut avoir la motivation déjà de se dire « est-ce que je suis intéressé par des personnes fragilisées ?» Ça s'appelle le savoir-être. Et le savoir-être, automatiquement, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous allez tomber dans le savoir-faire, vous allez vous adapter systématiquement à tomber dans la bienveillance. Après, vous avez le personnel soignant. Le personnel soignant fait ce qu'il peut. Le problème le plus important, c'est que
de façon générale, on manque de personnel. De façon générale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un turnover de personnel, parce qu'il y a des problèmes financiers qui sont pas assez payés, bien qu'il y ait de l'argent. Le problème financier, il est là, il est présent, il est là, et il est vraiment le nœud du problème. La rentabilité avant tout. La rentabilité, il faut absolument. Après, c'est pour ça que j'insiste ça. Après, il faut qu'il y ait une volonté que ça marche bien. Alors, c'est vrai qu'ils sont dans les EHPAD privés, ils sont sous pression des financeurs, etc., etc. Mais il y a quand même, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur la volonté de la direction de faire bien. En plus, il y a de l'argent, là. Est-ce qu'il faudrait encadrer davantage, notamment en termes de personnel ? Encadrer davantage en termes de personnel et veiller à ce que le personnel soit formé, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent, ils sont pas formés. Ils ont une formation très modique, elles sont pas du tout formées. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Il y a un problème humain au sein des EHPAD. Un problème humain, un problème sociétal du fait que le vieillissement, c'est pas d'actualité, parce qu'on est plutôt dans le jeunisme. Et le vieillissement, en plus, avec des problèmes vraiment importants, soit psychologiques, soit physiques, tout ça, encore pire. Donc là, il faut absolument s'adapter à ça. Il faut avoir envie de gérer ça. Il faut avoir le respect de ces personnes. C'est un problème vraiment profond. Très très profonde de la prise en compte du vieillissement avec des pathologies. Quand ces anciens, finalement, les pauvres, ils sont plus bons à rien, quoi. Ils sont là, voilà, quoi. Mais ils alimentent du lucratif. C'est pas possible. On sent vraiment une volonté on s'assoit dessus un peu quelque part. On veut pas savoir. Après, quand il arrive des gros soucis comme là avec Orpea, en plus en période électorale, voilà quoi. Ça demande une réflexion profonde, une remise en cause de tout finalement. Comment considère-t-on nos anciens ? Sarkozy avait fait une loi qui n'a jamais fait passer. Hollande pareil. Macron, n'en parlons pas. Dès qu'on avance, c'est pas possible. Et c'est vrai que le titre du bouquin, il est très fort, quoi. Les fossoyeurs, c'est vraiment très fort. Ça veut dire on les emmène à la mort, quoi, quelque part. Voilà. Donc c'est très très fort. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous ceux qui ont apporté leur éclairage. Merci à vous d'avoir écouté ce bande passante. Et à bientôt pour un nouvel épisode sur laprovence.com, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou encore Google Podcast. Si vous souhaitez rejoindre Alma en tant que bénévole, contactez-les au 06 62 29 24 16 pour leur demander de l'aide. C'est au 04 91 08 50 94.